On se pose un peu, on prend le temps de réfléchir avec Bernard-Henri Lévy. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Manuel Valls, à propos de la forte mobilisation du peuple de France hier dans les rues de 240 villes, parlait d'un esprit du 11 janvier qui a soufflé. Qu'est-ce que c'est, selon vous, cet esprit du 11 janvier ? C'est quelque chose que l'on n'a jamais vu en France, ni peut-être ailleurs. La dernière fois où il y a eu 2 millions de personnes dans les rues de Paris, c'était pour les funérailles de Victor Hugo. Il y en a un récit très beau dans un roman de Maurice Barrès, et il y avait 2 millions de personnes pour porter la dépouille de Victor Hugo. Donc c'est pas fréquent. C'est plus de monde qu'à la libération de Paris, c'est plus de monde que les journées de 1789 ou 1848. Donc il y a eu une espèce de prodige du 11 janvier. Cette unité nationale, ce sentiment de fraternité, cette volonté qu'ont eu les Parisiens de descendre dans la rue pour dire on arrête la haine, on arrête la guerre, on ne veut plus de djihadistes parmi nous, dans le corps social français. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Sans parler de ces 43 chefs d'État, c'est-à-dire un quart des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies, elle était pour un quart à Paris autour du roi thaumaturge François Hollande en premier rang de la manifestation. Donc il s'est passé quelque chose de considérable et de très rare. C'est même pas un événement politique d'ailleurs, c'est un événement métapolitique comme il en arrive peu dans l'histoire d'un peuple. Oui, métapolitique, historique, rare dans l'histoire des grands peuples. Justement, vous, le défenseur des droits de l'homme, le défenseur de la liberté d'expression, des droits de la presse, qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous avez réagi au fait que des leaders comme le Premier ministre turc, comme Viktor Orban, comme d'autres leaders très contestés comme Bongo, soient dans les rangs de ceux qui, hier, manifestaient leur solidarité à l'égard du peuple français? J'ai eu, comme beaucoup de gens, 2 réactions en même temps. Si vous voulez que je vous parle très franchement, oui, mais on est là pour entre ça. Moi et moi, je me suis dit qu'ils sont quand même gonflés, qu'ils manquent pas d'air. Le représentant d'Erdogan, qui fout les avocats en prison, qui est un des recordman du monde, des journalistes embastillés, qui vient parader à Paris autour de Charlie Hebdo, franchement, je ne sais pas ce qu'en pensent Cabu, Wolinski, Charb et Tinius là-haut, mais ils doivent bien se marrer. Mais d'un autre côté, je me suis dit que pour que même eux éprouvent le besoin de venir, pour que même eux éprouvent le besoin de donner des gages à cette liberté de la presse, c'est qu'au fond, le camp de la démocratie progresse doucement. En crabe, comme disaient les marxistes, mais ils progressent tout de même. Même eux aussi, le Hamas, qui dans un communiqué, ici ce n'était pas si grave, prêterait presque à sourire, condamne l'attentat contre Charlie Hebdo, il se garde de condamner l'attentat contre Hyper Cacher. Là aussi, on a l'impression de marcher sur la tête, non ? Non, là on a l'impression de marcher ni en crabe ni sur la tête, mais là on a l'impression en revanche d'une énorme tartufferie, parce que la seule attitude digne hier, c'était de condamner les deux, de condamner l'attentat contre les journalistes Courage qui ont pris le risque de mort, qui nous ont fait mourir de rire pendant des années et qui en sont morts, d'un côté, et de l'autre côté l'attentat contre des hommes qui n'avaient rien fait, qui n'avaient commis d'autres crimes que de naître, c'est-à-dire d'autres crimes que d'être juifs. Ça, c'est l'attentat contre Hyper Cacher, contre cette épicerie de Vincennes. Et évidemment que quiconque n'est pas capable de penser les deux à la fois, de proférer les deux condamnations, n'est pas audible, n'a pas voix au chapitre. Mais même si le Hamas avait condamné ce qu'il n'a pas fait, l'attaque contre l'Hyper Cacher, il continue de promouvoir des attaques terroristes en Israël. Donc de toute façon, il y avait là un summum de l'hypocrisie. Ne spéculons pas, ils ne l'ont pas fait. Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou à 3-4 mètres l'un de l'autre, sur la même ligne, sur la même photo, ça vous inspire quoi ?
Ça m'inspire. D'abord, je regrette évidemment qu'il n'y ait pas eu cet autre prodige, cet instant miraculeux. Imaginons que la foule les ait bousculés, poussés l'un contre l'autre. Edith Piaf a chanté ça, mais bon. Edith Piaf l'a chanté, mais c'était un autre temps. Et qu'ils aient été contraints de se serrer la main ou au moins d'échanger. Il est bien arrivé, il y a bien un pigeon qui a déposé quelque chose sur l'épaule du président français. On aurait pu imaginer Mahmoud Abbas et Netanyahou se cognant l'un à l'autre et se saluant dans un éclat de rire. Hélas, ça n'est pas arrivé. Mais enfin, qu'ils aient été prêts, moi qui suis un incurable optimiste, qu'ils aient été là ensemble en ce jour-là, j'y vois tout de même un signe. Un signe, oui, que quelque chose peut-être un jour sera possible. Alors sur la réaction, sur l'inquiétude, sur évidemment l'émoi de la communauté juive, votre réaction à ce terme employé par Roger Kuckerman, président du CRIF, qui dit « on vit en paria en France ». C'est un mot très fort quand même. Moi, je dirais pas ça. Moi, je ne me sens pas un paria et je suis pas prêt de me sentir un paria, je peux vous dire. No way. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a commencé par dire mort aux Juifs, il y a quelques mois dans la rue de Paris. Ensuite, on a attaqué on a tenté de vandaliser des synagogues, étape numéro 2. Et enfin, numéro 3, on tue 4 hommes parce qu'ils sont juifs dans un hypercachère. C'est vrai qu'il y a là une séquence terrifiante. Et c'est vrai que les Juifs de France, il faut bien les appeler par leur nom, ce n'est pas les victimes, c'est les Juifs de France sont redevenus des cibles. Il y a des hommes, puisqu'on sait en plus que ces 2 attentats contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie ont été coordonnés, c'est ce qu'ont dit les assassins avant de mourir. Il y a un programme aujourd'hui, je ne sais où, qui implique que l'on tue des juifs parce que juifs. Voilà, ça c'est la réalité. Alors à cette réalité, il faut réagir comment? 1, avec détermination, comme l'ont fait les autorités. Ça, c'est la grande différence avec les années 30, où à l'époque, la République était gangrénée au sommet. 2, il faut réagir avec sang-froid, c'est ce que font les responsables communautaires. Et 3, il faut réagir avec fraternité, c'est ce qu'ont fait hier les millions de Français qui sont descendus dans la rue, en solidarité, en tout cas, je veux l'espérer, avec les journalistes courage et avec les pauvres gens dont le seul crime était d'être nés juifs. Réagir avec sang-froid, dites-vous, ça veut dire que vous déconseillez à ceux des Juifs de France qui s'estiment trop en insécurité pour rester et qui veulent partir, notamment partir en Israël, vous leur déconseillez de partir pour ces raisons-là? Attendez, qui suis-je pour déconseiller? Les gens font ce qu'ils veulent et puis je ne peux pas me permettre de déconseiller, mais ma position à moi, je suis français et juif. Il m'arrive de me sentir un peu visé à ma manière par ce climat dont nous parlons. Ma position, c'est qu'il faut se battre. Et je trouverais un peu fort de café que ça soit moi qui parte et non pas les salopards d'apprentis djihadistes qui sont partis en Syrie et qui peut-être s'apprêtent à revenir avec dans leur pactage un programme pour dessouder des juifs. Ce n'est pas à nous de partir, c'est à eux. La France, elle a été bâtie par les républicains de toutes confessions, de toutes origines, y compris des juifs. Ce pays, ce beau pays, magnifique, la France est un pays merveilleux, les juifs font partie intégrante de son histoire. Ces djihadistes, ces terroristes, ce sont, en tout cas pour les 3 derniers, des Français, des gens qui sont nés en France, qui ont été à l'école de la République. Comment la France peut-elle produire de tels monstres encore aujourd'hui? Attendez, comment l'Allemagne a-t-elle produit de tels monstres à partir de 1933? Est-ce que les leçons ont été tirées? Non, les leçons... C'est la lutte contre cela. Le djihadisme, c'est un fascisme. Les nazis d'aujourd'hui, ce sont les gens d'Al-Qaïda et de l'État islamique et ceux qui prennent leurs ordres chez eux. C'est les nazis d'aujourd'hui, c'est les fascismes d'aujourd'hui. La lutte contre ça, elle est hélas éternelle. On ne va pas s'en débarrasser une fois pour toutes. Donc il faut, de génération en génération, reprendre la lutte contre un ennemi qui a un nouveau visage. Donc voilà, il faut faire front. Il faut ne pas céder d'un pouce. Il faut que les institutions, comme elles le font, prennent leurs responsabilités, l'État, la loi, le droit. Il ne faut pas céder.
Pourquoi la France a moins réagi très rapidement, il nous reste 20 secondes, pourquoi la France a moins réagi au moment de l'assassinat d'Ilan Halimi ou au moment de la tuerie de Toulouse? Parce qu'elle était, je crois, et ça je l'ai beaucoup regretté à l'époque, parce qu'elle était tétanisée, parce qu'elle a été saisie d'effroi, parce qu'on n'imaginait pas que dans la France du début du XXIe siècle, cela, un jeune juif brûlé vif et torturé à mort, puisse encore se produire. C'était quasiment impensable. Aujourd'hui, nous savons que c'est pensable, il faut le penser et il faut y résister.